Je pars en voyage avec mon ex. Nous partagerons un lit dans une chambre privée, mais fais-moi confiance. Ma fiancée m'a envoyé ce texto pendant qu'elle était avec lui. Ensuite, elle est revenue enceinte, et a exigé que j'assume mes responsabilités, mais la décision du juge l'a fait s'effondrer. Je vais commencer par dire ceci, pour tous ceux qui m'écoutent. Le jour où votre partenaire s'assoit en face de vous, avec un visage sérieux, et vous dit quelque chose comme « Je veux te proposer un test de confiance », n'y réfléchissez pas à deux fois. Ne l'analysez pas. Levez-vous et partez, car ce qui suit n'est jamais bon. Et je dis cela par expérience, car c'est ainsi que j'ai découvert le vrai visage de mon ex, Pamela. Nous vivions déjà ensemble. Nous étions en couple depuis presque 4 ans. Nous nous étions fiancés quelques mois auparavant, et nos familles étaient heureuses. Nous n'avions pas encore fixé de date exacte pour le mariage, car nous voulions économiser un peu, et faire les choses bien, sans nous endetter. Bref, tout était calme. Honnêtement, je ne suis pas quelqu'un de jaloux. J'ai toujours pensé que, si quelqu'un veut faire quelque chose, il le fera de toute façon, avec ou sans votre permission. Et je préfère qu'on le fasse, sans me mentir en plein visage. Mais regardez comme c'est curieux. Au final, le mensonge est arrivé, déguisé en un discours spirituel sur la confiance. Un jour, Pamela est rentrée du travail plus sérieuse que d'habitude. Elle m'a dit qu'elle devait me parler de quelque chose d'important. J'ai pensé que ce serait à propos du mariage, ou qu'elle voulait proposer un changement dans nos plans d'épargne, mais non. Elle m'a fait asseoir dans le salon, s'est placée devant moi, comme quelqu'un qui s'apprête à faire un discours présidentiel, et m'a demandé « Est-ce que tu me fais confiance ?» Moi, sans trop réfléchir, je lui ai répondu que oui. Je l'ai même remercié de me l'avoir demandé. Je lui ai dit oui, que dans une relation, la chose la plus importante était la confiance. Grave erreur. Dès que ces mots sont sortis de ma bouche, elle a souri, comme si elle avait remporté un point lors d'un débat. « Je suis contente de t'entendre dire ça », a-t-elle répondu, car je pense que nous sommes déjà à un stade, où nous devrions nous prouver mutuellement que nous nous faisons confiance. Et j'aimerais te proposer un test de confiance. À ce moment-là, j'ai déjà ressenti un frisson dans la nuque. Quand quelqu'un vous dit que vous devez prouver votre confiance, ce qu'il veut vraiment dire c'est « Je vais faire quelque chose que tu sais être mal, mais je veux que tu l'acceptes avec le sourire. » Malgré tout, je l'ai laissé parler. Je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives, mais elle s'est assurée de les confirmer très vite. Elle m'a regardé dans les yeux, avec ce ton de voix qu'ils utilisent quand ils veulent vous manipuler, sans que vous ne protestiez, et elle a dit « J'ai décidé de partir en voyage avec un ami. » Juste avec ça, je lui ai dit non, sans la moindre explication. Ma réponse a été un non direct. Surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je réagisse aussi vite, au lieu de s'expliquer, elle m'a demandé d'écouter. Je savais déjà où cela menait, mais je suis quand même resté assis. « Non, tu viens de dire que tu me faisais confiance », a-t-elle lâché. Eh bien, c'est ça le test. Je vais être honnête avec toi. Ce n'est pas n'importe quel ami. C'est Martin. Eh bien, Martin, c'était son ex. Un ex qui, comme elle me l'avait dit elle-même des années auparavant, l'avait trompée. Un ex à qui, selon elle, elle avait dû pardonner beaucoup de choses, car il était immature, et ne savait pas ce qu'il voulait. Et là, soudainement, il était devenu un ami, digne de faire des voyages avec elle. Je veux que tu comprennes, a-t-elle dit solennellement, que lorsque tu promets quelque chose, tu dois t'y tenir. Il y a longtemps, quand j'étais encore avec lui, je lui avais promis qu'un jour nous ferions un voyage ensemble, et nous n'avons jamais pu le faire. Maintenant, l'occasion s'est présentée, et je pense qu'il est important de tenir ma parole. Je l'ai simplement fixée pendant quelques secondes. Je ne sais pas si elle s'attendait à ce que je me lève et l'applaudisse, mais ce que j'ai fait a été tout le contraire. Très bien, alors c'est fini entre nous. Elle s'est offensée. Elle a pris son visage de dignité blessé, celui qu'ils utilisent quand ce sont eux qui font quelque chose de mal, mais qu'ils veulent vous faire passer pour le méchant. Tu ne me fais pas confiance, a-t-elle répété, comme si c'était l'arme absolue. Je te faisais confiance, lui ai-je dit. En ce moment, avec tout ce que tu dis, tu es en train de me prouver le contraire. Elle a froncé les sourcils, et m'a dit, ça n'a rien à voir avec le passé. C'est un test de maturité. J'ai répondu, oui, la maturité de comprendre qu'on ne voyage pas avec un ex, quand on est en couple. Du moins, si on respecte sa relation.
C'est à ce moment-là qu'elle a perdu son sang-froid. Elle a dit que je ne comprenais pas, que je réagissais comme un adolescent, et que nous en parlerions à son retour. Il n'y aura pas de retour, lui ai-je dit. C'est terminé. Mais elle a insisté. Elle a affirmé que nous n'allions pas mettre fin à une relation de plusieurs années, pour un petit voyage avec un ami. Je lui ai répété la même chose, c'est fini. Elle s'est levée agacée, et a dit qu'elle n'allait pas continuer à se disputer, et que nous en parlerions à son retour. J'ai répondu qu'il n'y avait rien à discuter, que tout était déjà clair, mais elle continuait de refuser d'accepter la rupture. Elle a dit qu'elle n'avait pas rompu avec moi, et que nous parlerions plus calmement après le voyage. Le départ était prévu 2 jours plus tard. Comme nous vivions ensemble, je suppose qu'elle ne voulait pas me revoir, pour éviter d'affronter le problème, alors elle est allée dormir chez une amie. Quant à moi, je ne vais pas nier que ça m'a fait mal, mais cela m'a aussi fait comprendre qu'il n'y avait plus rien à sauver. Je ne sais pas si vous auriez cru à cette histoire, mais moi non. Je ne l'ai pas attendu à la maison comme un idiot, pour son retour. J'ai profité de ces 2 jours, pour faire mes affaires. J'ai mis mes vêtements dans des cartons. J'ai pris mes outils dans l'atelier, mes livres, mes papiers. J'ai rassemblé tout ce qui m'appartenait, et je suis parti. Avant de partir, j'ai appelé mes parents. Je leur ai annoncé que les fiançailles étaient annulées. Ils ont été surpris, ce qui était logique. Ma mère m'a demandé si j'étais sûr de moi, que je ne devrais rien faire d'impulsif, mais je leur ai tout expliqué, et ils ont compris. Maintenant, voici la partie la plus curieuse. Alors que je rassemblais mes affaires dans la salle de bain, j'ai ouvert le tiroir où elle gardait ses crèmes et son maquillage, pour récupérer la trousse de premiers soins que j'y avais mise. Et, parmi tout cela, que pensez-vous que j'ai trouvé? Sa bague de fiançailles, celle que je lui avais offerte. Elle l'avait rangée là, comme s'il s'agissait d'un accessoire quelconque. Elle ne l'avait même pas prise avec elle, quand elle est allée dormir chez son amie. Je ne sais pas depuis combien de temps elle ne la portait plus, mais ce détail a confirmé ce que je savais déjà. Elle avait pris sa décision, bien avant de m'en parler. Ce qu'elle m'avait dit n'était pas une consultation. C'était une formalité. Elle savait déjà qu'elle partait, elle voulait juste que je l'accepte en applaudissant. Évidemment, j'ai gardé la bague. Je pouvais la mettre au clou, et récupérer un peu d'argent. Quand Pamela est partie en voyage, j'ai pensé que j'aurais enfin quelques jours de silence. Je l'avais seulement bloquée sur WhatsApp. C'était une erreur, car quelques heures plus tard, elle a commencé à m'écrire sur Instagram. Le premier message disait quelque chose comme « Alors tu m'as bloqué ». C'est tellement immature. Et un peu plus bas, « Bon, je te préviens qu'on est bien arrivé. Nous dormons dans des chambres séparées. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. » C'était accompagné d'une photo de l'hôtel. Le genre de photo qu'ils envoient, pour faire croire que tout est normal. Dès que je l'ai vue, j'ai levé les yeux au ciel. Je n'ai pas répondu. Je suis simplement allé sur son profil, et je l'ai bloqué là aussi. De toute façon, je n'allais pas perdre mon temps avec quelqu'un, qui essayait de me faire passer pour le mec jaloux de l'histoire. À ce moment-là, elle ne savait toujours pas que j'avais déménagé, mais il ne lui a pas fallu longtemps pour le découvrir. 2 jours après son retour de voyage, elle s'est présentée à ma nouvelle adresse. Je ne sais pas qui lui a donné l'information, mais quelqu'un parmi nos connaissances communes a dû ouvrir la bouche. Elle a frappé à la porte plusieurs fois, jusqu'à ce que je sorte. Elle m'a dit qu'elle était allée à notre ancien appartement, qu'elle l'avait trouvé vide, et qu'elle avait eu peur, pensant qu'il m'était arrivé quelque chose. Puis, elle a changé de ton. Elle a dit que ce que je faisais était idiot, que je devais me calmer, et que je ne devais pas agir comme un enfant gâté. Je lui ai répété la même chose, que ce que je lui avais dit avant son voyage. C'était fini entre nous. Il n'y avait rien à discuter, mais elle a insisté, en mettant le pied dans la porte, comme pour m'empêcher de la fermer. Je lui ai dit de partir, mais elle a juste ri. Quelques minutes plus tard, elle a commencé à crier depuis l'extérieur. Pas des insultes, mais des phrases pour se faire entendre. Elle disait, « Tu ne veux pas m'écouter, mais tu le feras. » Bref, elle a ensuite commencé à tout justifier. Il ne s'est rien passé. Nous avons dormi dans des chambres séparées. Martin est un gentleman. Il a même beaucoup d'estime pour toi. Cette partie m'a fait rire. L'ex qui l'avait trompé, le même gars avec qui elle avait décidé d'honorer une promesse,
avait maintenant beaucoup d'estime pour moi. Cela ressemblait presque à une blague. J'ai appelé la sécurité de l'immeuble pour la faire expulser. Plusieurs voisins avaient déjà jeté un coup d'œil par leur fenêtre, et je ne voulais pas finir enregistré dans une vidéo de commérage. Ils lui ont demandé de partir. Elle a continué à parler en s'éloignant, disant qu'elle n'allait pas abandonner, et que tout n'était qu'un malentendu. Au cours des jours suivants, elle s'est présentée encore plusieurs fois. Elle restait devant l'immeuble, ou m'attendait à proximité. Elle m'envoyait des messages indirects, par l'intermédiaire de connaissances. Une fois, elle a même laissé un mot à la réception de l'immeuble, me demandant de ne pas détruire ce que nous avions. Plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était elle, bien sûr. Le message disait que, si je continuais à l'ignorer, elle irait parler à ma mère. Cela ne m'a pas surpris. Je la connais. Je sais comment elle pense. Je suppose qu'elle s'est dit que, si ma mère s'en mêlait, je finirais par céder. J'ai répondu, fais-le. Va la voir. Et c'est ce qu'elle a fait. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que ma mère savait déjà tout. Dès que je lui avais parlé du voyage, elle avait compris quel genre de personne était Pamela. Donc, quand elle s'est présentée chez mes parents, elle n'a pas été accueillie avec des câlins ou de la pitié. Ma mère n'est pas du genre à crier. Mais elle a ce genre de caractère, que l'on ressent juste en la regardant. Pamela est arrivée avec son discours tout préparé, que tout était un malentendu, qu'il ne s'était rien passé, que c'était moi qui exagérais, que c'était juste un test de confiance, et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour me faire entendre raison. Ma mère l'a laissé parler un moment, puis lui a dit qu'elle savait déjà tout, et qu'il n'y avait rien à justifier. Pamela a essayé de jouer les victimes, en disant que j'étais impulsif, que je ne l'écoutais pas, et que j'agissais par fierté. Mais, en général, ma mère n'a pas beaucoup de patience. Elle lui a répondu que, si elle voulait du respect, elle aurait dû en faire preuve, avant de partir en voyage avec un ex. Pamela est restée sans voix. Elle a essayé de changer de sujet, pour dire qu'elle ne voulait pas de problème, et qu'elle voulait juste me parler. Ma mère l'a interrompue, et lui a demandé de partir. Mais Pamela a continué d'insister, disant que c'était injuste, qu'elle avait seulement voulu tenir une promesse, que cela ne signifiait rien, et qu'il devait l'aider. C'est là que ma mère a perdu patience. Elle ne l'a pas insultée, mais elle lui a fait comprendre très clairement, qu'elle n'était pas la bienvenue. Elle lui a dit de partir, avant qu'elle ne doive la jeter dehors par la force. Et comme Pamela ne bougeait pas, ma mère s'est emportée, et l'a chassée à coups de tongs. Malheureusement, je n'ai pas pu voir ça de mes propres yeux. Mais grâce à mon père, j'ai pu tout savoir. Ce fut la dernière fois qu'elle a essayé de me contacter directement. Après que ma mère l'a mise à la porte, elle a cessé de se manifester. Elle n'a plus appelé, ni écrit, ni envoyé de messages indirects. Je suppose qu'elle a fini par comprendre, que son jeu de confiance était terminé, et qu'il ne lui restait plus personne à manipuler. Ma tranquillité n'a pas duré très longtemps. Près d'un mois après que tout se soit calmé, Pamela a refait surface. Je ne l'attendais pas. Je n'avais aucune raison de la voir, ni aucune envie de l'écouter. Mais quand quelqu'un comme elle décide, qu'elle a encore quelque chose à dire, elle le fait coûte que coûte. Elle a demandé à me parler un instant. Je lui ai répondu que je n'avais rien à discuter, mais elle a insisté, affirmant qu'elle n'avait besoin que de quelques minutes, pour éviter de faire un scandale devant l'immeuble. J'ai accepté. Elle est entrée, s'est assise en face de moi, et est restée silencieuse pendant quelques secondes. Elle semblait nerveuse, mais pas par culpabilité. C'était le genre de silence que l'on fait, quand on prépare son prochain coup. Puis, elle a pris une grande inspiration, et m'a lâché le morceau. Je suis enceinte, m'a-t-elle dit brutalement, à l'endroit au but. Je suis resté immobile, attendant de voir où se cachait le piège. Ce n'a pas été long à arriver. Et il est de toi, a-t-elle ajouté, d'un ton presque répété. Tu dois penser au bébé. Nous ne pouvons pas continuer à nous disputer pour des bêtises. C'est le moment de nous rapprocher, pas de nous éloigner. Je l'ai regardée, sans dire un mot. Elle a interprété mon silence, comme une opportunité pour continuer à parler. Tu devrais revenir à la maison, a-t-elle poursuivi. Nous pourrions nous marier le plus vite possible, pour que le bébé ait un foyer stable. Je ne veux pas qu'il grandisse au milieu des problèmes. J'ai dû me retenir de rire. C'était absurde.
Je lui ai rappelé que nous avions rompu avant son voyage, et que juste après avoir passé plusieurs jours avec son ex, elle se retrouvait, par hasard, enceinte. Je lui ai dit que c'était une trop grosse coïncidence. Ne recommence pas avec ta paranoïa, a-t-elle répondu. Il ne s'est rien passé. Toi et moi faisions toujours attention, mais les méthodes échouent. C'est quelque chose qui peut arriver. Oui, lui ai-je dit, mais il peut aussi arriver, que le père soit quelqu'un d'autre. Son visage a changé. Cette fausse assurance, qu'elle avait toujours affichée, avait disparu. Elle m'a regardé, comme si je lui avais manqué de respect, de la pire façon possible. Tu es en train de dire que je t'ai trompé, a-t-elle demandé, indignée. Non, je ne le dis pas. Je le pense, ai-je répondu. Et pour en être sûr, j'ai besoin d'un test de paternité. Elle a croisé les bras, et a soupiré bruyamment, comme si j'étais un enfant à qui il fallait faire la leçon. À quel point tu es tombé bien bas, a-t-elle dit. Je n'arrive pas à croire que tu te méfies autant de moi. Tu étais différent avant. Tu me faisais confiance, avant. Avant, tu ne me demandais pas de croire en toi, pendant que tu partais en voyage avec ton ex, lui ai-je rappelé. Si tu veux vraiment que j'assume mes responsabilités, je le ferai. Mais seulement si un test prouve que cet enfant est de moi. Je ne vais pas t'épouser, ni me remettre en couple avec toi. Et si je refuse de faire le test, a-t-elle demandé d'un ton de défi. Alors nous n'avons plus rien à nous dire, ai-je répondu calmement. Je ne vais pas m'occuper d'un enfant, dont j'ignore s'il est le mien. Elle s'est levée brusquement, en frappant violemment la table de la main. Tu es un lâche. Tu me laisses seul, au pire moment de ma vie. Tu sépares tout ce que j'ai traversé. Je te demande juste de me faire confiance une fois. Juste un petit effort. Cette phrase m'a fait sourire. Fais-moi confiance. La même qu'elle avait utilisée pour justifier son voyage. La même vieille excuse, seulement, cette fois-ci, enveloppée de drame. Non, lui ai-je dit. Elle a quitté mon appartement, folle de rage. Elle m'a dit que j'allais le regretter. Elle voulait me forcer à assumer mes responsabilités, par la manière forte. Je n'ai rien répondu. J'ai fermé la porte, et je suis resté silencieux un moment, essayant de tout digérer. Je n'étais plus surpris par son comportement, mais cela m'épuisait. Il fallait toujours qu'elle transforme tout en un drame, ou en une manipulation. Une semaine s'est écoulée, sans avoir de ses nouvelles. Ne vous méprenez pas, j'étais heureux de ne rien entendre d'elle, mais, la connaissant, elle préparait sûrement quelque chose. Par précaution, j'ai trouvé un avocat, et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Il m'a écouté calmement, a noté les dates, et m'a expliqué ce qui pourrait arriver, si elle tentait une action en justice par la suite. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, et que l'important était de tout documenter, au cas où les choses se compliqueraient. Donc, me voilà en train d'attendre, pour voir ce qu'elle va inventer. Je n'ai aucune nouvelle d'elle, mais la connaissant, je ne pense pas qu'elle restera silencieuse très longtemps. La seule chose dont je sois sûr, c'est que, peu importe ce qui arrive, je ne me laisserai plus manipuler. Alors, vous le savez maintenant les gars, pas de test de confiance. Mise à jour 1. Merci à tous pour vos commentaires. J'en ai lu plusieurs, et honnêtement, ça ne me surprend même plus, de voir que beaucoup d'entre vous ont aussi subi le fameux test de confiance. Ça semble être une excuse universelle, pour justifier n'importe quoi. Mais bref, pour en venir au fait, presque 1 an et demi s'est écoulé depuis la dernière fois où j'ai parlé de tout ça. Et oui, il y a eu du nouveau. Il y a quelques mois, on m'a officiellement notifié que j'avais une audience au tribunal. Pamela avait porté plainte contre moi, affirmant que je devais assumer la responsabilité du bébé qui, selon elle, était le mien. Je n'ai pas été surpris. Je l'avais vu venir, depuis le jour où elle avait quitté mon appartement en hurlant, disant qu'elle m'obligerait à assumer par la force. Je me suis donc présenté, avec mon avocat. Quand je l'ai vue dans la salle, quelque chose a attiré mon attention. Elle avait l'air nerveuse. Elle n'avait plus la même assurance qu'avant, ce regard supérieur qu'elle prenait, quand elle pensait avoir le contrôle. Elle tenait le bébé dans ses bras. Et, malgré tout, j'ai ressenti un peu de peine. Pas pour elle, mais pour l'enfant, qui n'était coupable de rien. Le juge a commencé l'audience directement. Il a demandé à Pamela si elle maintenait sa plainte, et elle a répondu que oui. Elle a affirmé que j'étais le père, que j'avais refusé de lui répondre,
et que j'avais disparu de sa vie, la laissant seule dans les moments les plus difficiles. Tout son discours était parfaitement répété. Le juge m'a donné la parole, et j'ai expliqué ce qui s'était passé. J'ai raconté toute l'histoire, le voyage avec l'ex, le test de confiance, la rupture, la grossesse suspecte. J'ai tout dit, avec les dates et les détails, appuyés par les messages que j'avais conservés. Quand j'ai eu fini, le juge est resté silencieux un instant, puis, il a ordonné un test ADN. Ce qui était drôle, c'était de voir le visage de Pamela, dès qu'elle a entendu qu'elle devait se soumettre au test. Son expression s'est décomposée. Elle a essayé de le cacher, mais sa peur était visible. Je ne sais pas qui l'avait conseillé, mais, de toute évidence, elle espérait ne pas avoir à en arriver là. Elle s'était peut-être imaginé qu'elle allait m'intimider avec le procès, et que moi, par peur, j'allais céder sans demander de preuves. Son avocat a tenté d'argumenter que ce n'était pas nécessaire, et qu'elle avait suffisamment de preuves, mais le juge s'est montré ferme. Les ressemblances ne sont pas des preuves. Madame, ici, les choses se résolvent avec des preuves scientifiques. Il n'y a donc plus eu de discussion. Nous avons tous les deux été convoqués pour le test, et la date a été fixée. Le jour où nous sommes allés au laboratoire, elle m'a à peine regardé. Elle portait le bébé, et essayait de paraître calme, mais on pouvait voir le tremblement de ses mains. J'ai signé les papiers, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, et je suis parti, sans dire un mot. Quelques semaines se sont écoulées, jusqu'à ce que le résultat arrive. J'y suis allé avec mon avocat pour le récupérer. Pamela était là, elle aussi. Dès qu'elle m'a vu entrer, elle a essayé d'éviter mon regard. Le juge a ouvert l'enveloppe devant nous, a lu en silence pendant quelques secondes, puis, a déclaré d'un ton sec, le résultat est négatif. Il n'y a aucun lien biologique entre monsieur et le mineur. Pamela s'est figée. Elle n'a pas prononcé un seul mot. Elle n'a même pas essayé de feindre la surprise. Son visage disait tout. Elle a baissé la tête, a serré le bébé dans ses bras, et a fixé le sol. Le juge a clos l'audience, et nous a demandé de sortir. C'était exactement ce que je savais déjà depuis le début, mais au moins, maintenant, c'était écrit noir sur blanc, avec un sceau et une signature. Mon avocat m'a conseillé de ne pas rester les bras croisés. Il m'a dit que ce genre d'accusation laisse des traces, même si elles sont fausses, et que je devais créer un précédent. Nous avons donc déposé une plainte reconventionnelle, pour diffamation, frais de justice, et atteinte à ma réputation. Pamela devait apprendre que mentir, et manipuler, n'est jamais gratuit. Le processus a pris quelques mois. Quand le verdict est enfin tombé, le juge a ordonné à Pamela de couvrir une partie des frais de justice, et de payer une amende symbolique pour diffamation. Rien qui me rendrait riche, mais suffisant pour lui servir de leçon. Et par-dessus tout, il a été clairement inscrit dans le dossier qu'elle avait essayé de m'attribuer un enfant qui n'était pas le mien. Je ne vais pas mentir, je ressens de la pitié pour ce bébé. Il n'est coupable de rien, mais je suis absolument certain que le père est son ex, Martin. Ce qui est drôle, c'est que j'ai récemment appris, par des amis communs, qu'il a quitté le pays. D'après ce qu'on m'a dit, dès qu'il a appris pour la grossesse, il a disparu. Beaucoup de gens m'ont dit que je devrais me venger. S'il était à ma portée, je le ferais peut-être. Mais pour commencer, je ne le connais pas directement. Et de toute façon, puisqu'il a fui le pays, c'est impossible. Mais surtout, honnêtement, ce serait se donner beaucoup de mal, pour une femme qui n'en vaut pas la peine. La vie lui donnera une leçon. J'en suis convaincu. D'après ce que je sais, Pamela le cherche désespérément. Elle est à ses trousses, essayant de l'obliger à assumer ses responsabilités, mais sans aucun succès. Pendant ce temps, l'enfant a été confié à la garde de ses parents. Apparemment, ce sont eux qui ont pris en charge son éducation, car Pamela n'arrive pas à trouver un emploi stable, et ne peut pas subvenir seule à ses besoins. Ses parents n'ont également rien dit, tout au long de cette procédure. Pas une seule excuse, ni un mot. Ils ont simplement disparu du paysage, comme si de rien n'était. Je suppose que la honte a été plus forte, que l'envie de continuer à la défendre. Et puis bon, pour terminer sur une chose, que beaucoup ont demandé dans les commentaires de la première partie, la bague de fiançailles. Elle ne me l'a jamais réclamée, ni même mentionnée, alors je l'ai vendue. Ce n'était pas une fortune, mais cela m'a aidé à payer une partie des frais d'avocat, et à couvrir quelques dépenses personnelles. Plusieurs mois se sont écoulés depuis la fin du procès,
et je n'ai plus eu aucune nouvelle d'elle. Ça ne m'intéresse pas. Je suppose qu'elle vit toujours avec ses parents, essayant de reconstruire sa vie, ou cherchant une autre personne à convaincre, avec ses discours sur la confiance. Alors les gars, je le répète, pas de test de confiance. Car quand quelqu'un vous dit ça, ce qu'il fait réellement, c'est vous préparer à une trahison. Et croyez-moi, il n'y a pas de pire sensation, que de réaliser que l'on avait raison depuis le début.